Chers amis, nous sommes en guerre. En guerre contre la désinformation. Comme vous l'avez sûrement vu passer dans les médias, on ne parle plus que de la chloroquine en ce moment, qui serait un remède susceptible de traiter le Covid-19, la maladie associée au coronavirus SARS-CoV-2. Mais comme ça part dans tous les sens et qu'il circule aussi beaucoup de fake là-dessus, je me suis employé un petit peu à démêler le vrai du faux pour vous faire une synthèse claire sur le sujet. Donc qu'est-ce que la chloroquine? Qu'est-ce que ça soigne? Quels sont ses effets secondaires? Pourquoi l'étude du docteur Raoult est-elle autant critiquée? Quelles sont les autres études qui existent à ce sujet? Et aussi, parce que c'est ce qui m'intéresse en tant que débunker de théorie du complot, est-ce que le gouvernement ou les laboratoires chercheraient vraiment à nous cacher ce médicament, à nous empêcher de le prendre? Et pourquoi est-ce qu'il a été placé le 13 janvier 2020 sur la liste des médicaments nécessitant une ordonnance? Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Alors, veuillez noter au passage que je ne suis pas personnellement médecin, donc tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce sera des paroles rapportées de vrais médecins, ou bien d'études scientifiques en médecine, donc de gens qui savent ce qu'ils disent, quoi, pour le coup. Et comme d'habitude, vous pourrez retrouver dans la description toutes les sources de ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Et super important aussi à préciser, cette vidéo n'est pas là pour vous donner une vérité comme ça toute faite, hein. C'est pas une vidéo pro-Raoult ou anti-Raoult. Donc d'abord, la chloroquine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une molécule utilisée depuis 1946 comme médicament, mais son origine est bien plus ancienne. Elle aurait été découverte il y a des centaines d'années par des indigènes du Pérou qui retiraient de l'écorce d'un arbre appelé le quinquina un remède qu'ils utilisaient pour soigner leur fièvre. Évidemment, les colons européens ont fini par remarquer ce remède pour la première fois au XVIIe siècle et ils l'ont ramené en Europe. 2 siècles plus tard, hein, au XIXe siècle, la molécule sera appelée la quinine et elle sera utilisée comme antipaludique. Vous savez, le paludisme, c'est cette maladie qui est transmise par les moustiques et qui fait presque 500 000 décès par an. Et puis ensuite, c'est le tristement célèbre laboratoire allemand IG Farben qui a fait des dérivés de cette molécule, qui a créé la xanthokine notamment, qui elle-même a été renommée la chloroquine après la Seconde Guerre mondiale en 1946, et elle a été commercialisée en France à partir de 1949 sous la marque Nivacline. Et c'est un médicament vraiment très intéressant parce qu'il traite déjà le paludisme et la malaria, mais qu'en plus de ça, sous sa forme d'hydroxychloroquine, il sert aussi à traiter des maladies auto-immunes graves comme la polyarthrite rhumatoïde ou les lupus. Enfin, un vrai cas de lupus. Et ce n'est pas tout. Ce qui est incroyable avec cette molécule très prometteuse, c'est qu'on a découvert dans les années 60 qu'elle faisait baisser la charge virale de plein de virus dans des expériences in vitro. Le coronavirus SRAS, Ebola, le Zika, le chikungunya, le H5N1, etc., etc. Car la chloroquine a pour effet d'entraver la fusion entre la membrane de certains virus et celle des cellules humaines. Et évidemment, des chercheurs chinois ont fait l'expérience avec le coronavirus qui nous touche actuellement, hein, le coronavirus SARS-CoV-2. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert la même chose qu'avec le SRAS, hein, le premier SRAS, c'est que la chloroquine faisait baisser significativement la charge virale in vitro. Et ils ont publié leur étude dans un article du 4 février 2020 sur Nature Cell Research. Ensuite, en février, il y a aussi eu l'étude d'autres chercheurs chinois, Gao et ses collègues, qui auraient été menée cette fois in vivo, c'est-à-dire sur des vrais patients, sur 100 patients, et qui auraient démontré que la chloroquine, plus précisément le phosphate de chloroquine cette fois, permettait de réduire l'apparition et la gravité des pneumonies, de réduire la charge virale et de raccourcir la durée de la maladie. Si cette étude s'avérait exacte et reproductible, alors elle représenterait la première utilisation réussie de chloroquine dans le traitement d'une maladie virale in vivo, ce qui serait une excellente nouvelle, surtout que c'est un médicament qui est disponible en grande quantité et bon marché. Et c'est là qu'intervient le fameux docteur Raoult. Le docteur Raoult, et même professeur Raoult, puisqu'il a cette distinction honorifique, est un chercheur émérite reconnu dans le monde entier, récompensé par la médaille de l'Institut d'études et de recherche médicale française pour l'ensemble de son travail dans le domaine des maladies infectieuses. Et lui, évidemment, il a entendu parler des études chinoises sur la chloroquine et le phosphate de chloroquine, et donc il annonce fièrement le 25 février sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, fin de partie pour le coronavirus. Donc c'est efficace sur les coronavirus avec 500 mg de chloroquine par jour pendant 10 jours
il y a une amélioration spectaculaire et c'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout, la moins. Après cet effet d'annonce, il décide de tester une petite soupe bien à lui cette fois, avec un mix d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, qui est un antibiotique pour les infections des voies respiratoires. Et là, il fait le test de ce traitement sur une vingtaine de patients sur une semaine, puis il publie une étude sur ses résultats le 17 mars 2020, qui est reprise illico dans tous les médias. Et selon cette étude, le traitement du professeur permettrait de faire disparaître le virus du corps jusqu'à 75% des patients, en moins de 6 jours. Mais alors vous me direz dans ce tableau idyllique, mais qu'est-ce qui cloche ? Qu'est-ce qu'on lui reproche du coup? Enfin, je veux dire, d'où est partie la controverse? Pourquoi on donne pas vite de la chloroquine à tout le monde? Eh bien, je vais vous l'expliquer maintenant, parce qu'en fait, tout n'est pas si rose dans ce tableau. On parlait d'abord de l'incroyable propriété antivirale de la chloroquine in vitro, qui faisait que on l'essayait quand même au cas où, à chaque apparition d'une nouvelle épidémie. Eh bien, figurez-vous qu'à chaque fois qu'on l'a utilisée dans le passé, la chloroquine, ça marchait in vitro, mais ça n'a jamais marché in vivo. C'est-à-dire que ça marchait sur des lamelles, dans des éprouvettes, mais ça marchait jamais sur les patients. Pour le coronavirus SRAS-1 de 2003 par exemple, voilà, ça marchait in vitro, ça n'a pas marché dans l'étude menée sur les patients. Pareil pour le Zika, pour le H5N1, pour Ebola aussi, où il y a une belle étude là-dessus aussi. Même pour le HIV, le virus qui provoque le sida, etc., etc. Pour le chikungunya, c'était même pire, ça a fait empirer l'état des patients parce qu'il y a quand même un petit effet anti-inflammatoire dans la chloroquine, donc ça a même fait empirer l'état des patients qui ont pris la chloroquine. Et le seul virus qui a été vraiment impacté in vivo, c'était l'hépatite C, mais l'effet était trop faible pour qu'on l'intègre au traitement déjà existant de l'hépatite C. Donc voilà, en gros, une dizaine de fois on y a cru, une dizaine de fois ça n'a pas marché. Vous comprenez à présent pourquoi beaucoup de médecins se méfient et se montrent prudents. Mais alors là, vous allez me dire, mais que dire du coup de l'étude sur 100 patients dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'étude chinoise là, de Gao et ses collègues. Là, c'était bien du in vivo, c'était bien sur des patients. Mais le problème, c'est que l'étude n'a jamais été publiée pour vérification. En gros, on n'a que les résultats, comme ça, sans aucune donnée, on peut rien vérifier. Les autres chercheurs, les confrères, ne peuvent pas vérifier, ne peuvent pas reproduire l'expérience éventuellement, ne peuvent pas vérifier si quelque chose cloche dans l'expérience. Donc c'était vraiment juste une bande-annonce. Et du coup, cette solution de la chloroquine aurait effectivement été utilisée dans certains hôpitaux chinois, mais n'a pas été généralisée à tous les hôpitaux chinois. Concernant la chloroquine, eh bien ici nous sortons de l'épidémie, donc imaginez bien que les médecins chinois ont utilisé cette molécule, l'hydroxychloroquine. Ils l'ont utilisé en l'associant à d'autres médicaments, donc des antiviraux que l'on connaît, l'on utilise notamment contre le sida, ou dans le cadre de la maladie Ebola. Aucun traitement n'a été significativement efficace. On s'est aperçu que ces associations de médicaments étaient efficaces sur certains patients, mais ne l'étaient pas sur d'autres. Donc sur un même patient, ils étaient amenés parfois à changer de stratégie thérapeutique. Donc tout ça, ça remet pas mal en cause l'idée que les Chinois savaient, que les Chinois, eux au moins, ils utilisaient la chloroquine et tout ça. C'est-à-dire que oui, c'était utilisé, mais c'était pas utilisé partout. C'était pas une solution généralisée et connue pour être le remède miracle, quoi, ou le remède. C'était pas le médicament de référence en Chine, en tout cas, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, une autre étude chinoise in vivo, publiée récemment là en mars, et publiée avec ces données, elle, n'a montré presque aucune différence entre le groupe test et le groupe contrôle dans l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Mais c'est une étude à relativiser aussi, car elle était seulement sur 30 patients. Il y avait 15 patients dans le groupe test qui étaient sous hydroxychloroquine et 15 patients dans le groupe contrôle qui avaient un traitement conventionnel. Et au bout de 7 jours de l'expérience, 13 patients sur 15 traités à l'hydroxychloroquine étaient testés négatifs au test du Covid-19. Et dans le groupe contrôle, donc qui ne prenait pas d'hydroxychloroquine, il y avait 14 patients sur 15 qui étaient testés négatifs au test du Covid-19. Et pareil pour les effets secondaires, aucune différence statistique entre le groupe test et le groupe contrôle. Le groupe hydroxychloroquine avait 4 patients sur les 15 qui ont développé des diarrhées et une fonction anormale du foie, et il y en avait 3 sur les 15 dans le groupe contrôle. Donc là encore, aucune vraie différence statistique au niveau des effets secondaires.
Mais bon, l'échantillon est encore assez petit pour en retirer une conclusion définitive. D'ailleurs, les chercheurs chinois dans cette étude n'en tirent pas une conclusion définitive, hein. Ils concluent qu'il faudrait faire de plus amples recherches. Et on en vient maintenant à la fameuse étude du docteur Raoult. Elle est très controversée car considérée comme beaucoup d'autres spécialistes du domaine comme très imparfaite, notamment au niveau méthodologique, au niveau de la méthode employée pour réaliser l'étude. Le problème, c'est que le docteur Raoult, évidemment, il est pas né de la dernière pluie, il sait faire une bonne étude. Mais là, en l'occurrence, vous voyez, il semble avoir une intime conviction personnelle que son traitement marche. Son traitement à base d'hydroxychloroquine plus azithromycine, il est persuadé que ça marche, vous voyez, il en est sûr. Et donc, il pense que quelque part, il devrait pas avoir à perdre son temps à faire une étude scientifique rigoureuse là-dessus. Et je le répète encore, c'est vrai que c'est un bon médecin. J'ai jamais remis ça en cause et je suis pas là pour vous dire que c'est un charlatan ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Et je pense qu'il est sincère dans sa conviction personnelle que son médicament marche et soigne ses patients. Je pense qu'il en est convaincu et qu'il est sincère là-dessus, c'est pas le problème. Le problème, c'est que ça ne le met pas non plus à l'abri d'une erreur, puisqu'à ce jour, il n'y a aucune vraie étude scientifique randomisée en double aveugle qui permet d'affirmer que ce traitement marche, et surtout qu'il est inoffensif pour les patients atteints de Covid-19. Rappelez-vous, les autres virus dont on a parlé, ça n'a jamais marché, et pour le chikungunya, ça avait même un effet pire. D'où l'intérêt de faire des études pour être sûr de ce qu'on donne aux patients, pour être sûr de ne pas leur nuire. Or, malheureusement, l'étude du docteur Raoult ne nous permet pas encore de lever le doute là-dessus. Ça veut pas dire qu'il a tort, hein. Si ça se trouve, ça sera confirmé ultérieurement. Ça veut juste dire que pour l'instant, c'est pas suffisant. Elle est faite que sur 24 patients en une semaine, elle est pas randomisée, elle est pas en double aveugle. Et en plus de ça, les chercheurs ont enlevé sans raison apparente plusieurs cas qui ont empiré, plusieurs cas sévères qui étaient dans le groupe traité à l'hydroxychloroquine. Donc voilà quoi. Mais je vais pas aller plus loin, si vous voulez vraiment tous les détails de ce qui cloche, de ce qui est reproché à l'étude du docteur Raoult, je vous invite à aller voir l'excellent blog Curiologie qui a fait un super article très détaillé là-dessus qui expliquera tout ça. Donc je vous le mets évidemment en lien dans la description de cette vidéo. Et je sais qu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens respectent énormément le professeur Raoult et ses travaux, parce qu'il essaye de faire quelque chose lui au moins, donc je vous comprends tout à fait vraiment. Donc je précise à ce sujet que il y a aussi d'éminents virologues, d'autres confrères donc du professeur Raoult, tout aussi connus que lui dans son domaine, qui ont émis aussi des doutes par rapport à cette étude-là. Pour l'instant, aucun essai n'a montré que ce médicament était réellement efficace dans le Covid. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est que tout le monde considère que ce médicament est magique, ce qui pourrait empêcher la réalisation des essais cliniques et empêcher de savoir in fine si tel et tel médicament est actif sur le virus. Aller trop vite, c'est risqué et c'est faire prendre des risques d'un traitement inutile. Aujourd'hui, dire sans aucune précaution qu'on peut généraliser ce traitement, franchement, ça ne répond pas ni à l'éthique scientifique, ni à l'éthique médicale. Donc, le problème, vous voyez, c'est pas un problème de qualité du chercheur. C'est pas un problème d'attaquer le professeur Raoult. Le problème, c'est juste la méthode de cette étude-là en particulier. Donc voilà où on en est. Les médias et certains politiques ont en quelque sorte survendu la chloroquine, en l'érigeant en remède providentiel qui arrive là maintenant comme ça, comme dans un film hollywoodien, vous voyez le génial scientifique un peu excentrique qui sort d'un coup la solution, le remède, le vaccin, voilà, qui va sauver tout le monde. Malheureusement, on n'est pas dans un film hollywoodien, on est dans la réalité. Et force est de constater que pour l'instant, on n'a pas vraiment de preuve de son efficacité et surtout de sa sécurité, hein, que ça soit pas dangereux pour les patients. Et si on ne le donne pas à tout le monde tout de suite, c'est parce que c'est quand même un médicament qui n'est pas anodin, hein, qui provoque déjà des milliers d'intoxications et de surdoses partout dans le monde, qui provoque quand même, qui abîme le foie, qui abîme les yeux, la rétine, qui peut provoquer des crises cardiaques chez les personnes cardiaques, hein, donc c'est pas rien. Mais contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, l'étude du docteur Raoult n'a pas été ignorée en tout cas. Sa proposition de traitement a été intégrée dès le 22 mars dans une vaste étude française et même européenne sur des centaines de patients.
aux côtés d'autres molécules qui jusque-là étaient pourtant considérées comme plus prometteuses par les chercheurs. Donc d'ici quelques semaines, on aura les résultats là-dessus. Nous avons fait en sorte que les études cliniques, la recherche, puissent s'engager très rapidement sur l'hypothèse qu'a formulée le docteur Raoult, le professeur Raoult. Plus de 800 patients vont pouvoir entrer dans une série de tests cliniques pour cette molécule, mais pour d'autres également. Et en attendant, les autorités politiques non plus n'ont pas ignoré le professeur Raoult et ses travaux, puisqu'ils ont autorisé à tous les hôpitaux de distribuer de la chloroquine, d'utiliser la chloroquine sur les cas sévères, sur les patients qui ont fait des complications avec le coronavirus. Donc vous voyez, ni les autorités sanitaires, ni les autorités politiques n'ont ignoré ou censuré le professeur Raoult. Mais c'est juste que c'est important pour la médecine et pour la science en général de rester toujours rigoureuse et méthodique dans sa méthode, pour garder sa crédibilité, si vous voulez, et pour que les médecins ils soient sûrs de ne pas prescrire quelque chose de dangereux pour leurs patients. Ça, c'est très important. D'abord, ne pas nuire. Et le problème, c'est que cette incompréhension dans le fonctionnement de la science médicale a fait émerger des théories du complot assez tenaces dans la population. Une blogueuse du site internet Agoravox, Ariane Walter, a notamment eu une très forte influence en disant qu'elle trouvait bizarre que la chloroquine ait été placée sur la liste des médicaments nécessitant une ordonnance le 13 janvier 2020. C'est-à-dire quelques jours avant l'arrivée du coronavirus en France. Elle sous-entend donc en quelque sorte que le gouvernement voulait nous priver intentionnellement de traitement pour nous tuer ou pour nous forcer à prendre un autre traitement plus cher. Alors déjà, on voit qu'elle connaît pas trop le sujet parce qu'elle dit que c'est la chloroquine qui est sous ordonnance depuis janvier, alors que c'est bien l'hydroxychloroquine qui est sous ordonnance depuis janvier 2020. La chloroquine, elle, est déjà sous ordonnance depuis 1999. Mais c'est bien l'hydroxychloroquine qui est utilisée effectivement dans le traitement du docteur Raoult. Ensuite et surtout, les autorités de santé ont demandé ce placement sur la liste des médicaments sous ordonnance le 8 octobre 2019. C'est-à-dire que le Covid-19 n'existait même pas encore, il n'était même pas encore apparu en Chine. Ça a commencé en décembre 2019. Les premiers cas des lanceurs d'alerte chinois, c'était en décembre 2019, donc personne ne pouvait avoir connaissance du virus, et encore moins le gouvernement français, en octobre 2019. Il n'existait pas. Et encore moins l'histoire de la chloroquine pour le traiter, ça c'est encore moins quoi. Et puis il y a des raisons très objectives à ce placement sur cette liste. Ça n'a pas été demandé pour rien comme ça, c'est pas le gouvernement français qui l'a demandé, c'est les autorités sanitaires, c'est les médecins. Donc c'est l'ANSM qui a demandé à l'ANSES, par une lettre du 8 octobre 2019, de placer ce médicament sur la liste des médicaments nécessitant une ordonnance. Et comme je le disais, pour des raisons objectives, c'est-à-dire que déjà, l'hydroxychloroquine, c'est un dérivé de la chloroquine qui est sous ordonnance depuis 1999. Donc la cohérence voudrait qu'on lui applique le même cadre juridique déjà. Et ensuite, tout simplement pour sa dangerosité, ses effets secondaires, c'est-à-dire que ça bousille le foie, ça a une toxicité cardiaque, ça a une génotoxicité, donc interdiction absolue pour les femmes enceintes, tout ça a fait que, effectivement, le 8 octobre 2019, l'ANSM a demandé à l'ANSES de placer ce médicament sur cette liste. Et en plus, comme on l'a dit avant, l'efficacité de la chloroquine n'est même pas encore prouvée aujourd'hui. Donc en janvier, vous imaginez, et encore plus en octobre, personne ne se doutait de l'efficacité de la chloroquine, ou que la chloroquine serait utilisée un jour. Le gouvernement français ne pouvait pas le savoir, et les autorités sanitaires non plus. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment essayé de rester factuel dans l'ensemble. Maintenant, c'est à vous de vous faire votre propre idée de si c'est bien d'utiliser la chloroquine ou pas, mais en tout cas, quelle que soit l'idée que vous en fassiez, laissez travailler les spécialistes, faites-leur confiance. Je vous assure que la plupart, avant tout, essayent de chercher, de trouver la meilleure solution possible pour tout le monde. Et c'est pas les médecins qui sont au front là à relever les résultats pour l'étude en cours, qui sont les mêmes que les actionnaires des laboratoires. On parle de deux métiers différents là, donc voilà, essayez de ne pas avoir des scientifiques corrompus partout. Vraiment, la réalité, elle est pas comme ça.
Soyez curieux, essayez de parler à des chercheurs. Soyez curieux, essayez de parler à des chercheurs. Par exemple, sur Twitter, il y en a pas mal qui sont vraiment très accessibles, qui acceptent de vous parler. Et c'est des gens vraiment super intéressants, qui ont des valeurs et des principes, qui sont des humains comme vous et moi, hein, qui ont pas du tout envie de vous nuire. Arrêtons un peu les idées reçues. C'est trop dommage. Allez, merci de votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager un maximum sur les réseaux sociaux pour faire passer ce message positif. Et on finira par l'avoir, ce virus, vous verrez. Allez, courage à tous pour le confinement. Et hop, on enlève le masque, toujours par l'intérieur. Hop. Et puis on va rajouter une petite laine parce qu'il fait frisquer un peu quand même. Ah mais attends, je continue d'enregistrer.